Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi une partie des Français veulent bloquer le pays le samedi 17 novembre pour protester contre le prix des carburants. Est-on dans une nouvelle révolte populiste ou une réaction aux premières mesures contraignantes contre le réchauffement climatique? Est-ce le symptôme d'un vrai malaise, d'un fossé entre les villes et les campagnes ou entre les riches et les pauvres? Pour en débattre sur ce plateau avec nous, Vincent Guinet, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé avec d'autres un appel à la manifestation du 17 en Côte d'Or. Vous allez nous expliquer pourquoi. Claire Mallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts et il y a dans ce dossier, bien sûr, une dimension écologique et climatique. Vincent Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté, des professionnels très inquiets aussi de cette hausse et des projets sur leur gasoil spécifique. Et Rémi Rebeyrotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Saône-et-Loire, dans une circonscription rurale en partie, où vous devez avoir quelques retours des électeurs. On va en parler. Alors la question est simple, pourquoi? Il y a déjà eu des flambées de prix des carburants. Il y a même eu dans le passé certains carburants plus chers. Qu'est-ce qui vous motive, Vincent Guinet? Pourquoi vous vous lancez là-dedans? La raison est simple, c'est tout d'abord une atteinte au pouvoir d'achat. Je pense que les Français en ont ras-le-bol, clairement. Là, on est dépendant de nos véhicules pour aller travailler. Malheureusement, il n'existe pas forcément d'alternative aujourd'hui. Et toutes ces taxes mises bout à bout font que les Français ont de plus en plus de mal à s'en sortir. On va y venir, bien sûr, et sur les impôts et sur l'alternative. Quand on vous fait remarquer que l'extrême droite, par exemple, qui était déjà très présente dans les défilés autour des 80 km/h, on les sent très présents sur ce mouvement aussi. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous essayez de vous en écarter de cette politisation possible? Alors, la chose à retenir, c'est que c'est un mouvement complètement citoyen et apolitique, justement. Donc, aucun parti politique, quel qu'il soit, c'est juste l'union des citoyens qui fait la force dans cette manifestation. Rémi Rebeyrotte, est-ce que c'est inattendu ou est-ce que les élus ruraux que vous êtes, est-ce que vous avez vu le coup venir? Est-ce que vous avez senti monter cette colère? Oui et non, parce qu'il y a eu déjà des flambées, vous l'avez dit, de prix sur les carburants, et qu'à chaque fois, c'est difficile pour chacun d'entre nous. Même si nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a des améliorations sur le pouvoir d'achat. Hausse du salaire net, taxe d'habitation divisée par 3 par une partie de nos concitoyens. Donc il y a véritablement des acquis en termes de pouvoir d'achat. Donc on pouvait penser que l'amortissement se ferait un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours désagréable quand il y a une hausse. Je rappelle que c'est 75% de la hausse en question qui est celle, en fait, de la hausse du prix des carburants. Les taxes ne représentent que 3 centimes. Le carburant baisse depuis quelques jours. Là. Et en plus, les carburants baissent depuis quelques jours. Donc, si ça se trouve, le 17 novembre, on aura déjà bien amorcé. Allez pas à la fin de l'émission. La baisse du prix des carburants. Ce sera notre question de la fin de l'émission. Vincent Martin, on a un gouvernement à qui toute la gauche reproche d'en faire trop pour les entreprises. Donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'aides d'un côté qui font que tout ça n'est pas forcément si grave? Bien. Comme le dit Rémi Rebeyrotte, nous sommes habitués à la hausse du carburant, c'est certain. Nous sommes, pour le domaine des travaux publics, nous sommes impactés sur le gasoil non routier, puisque nous utilisons du gasoil spécifique pour nos engins de chantier et nous subissons cette mesure fiscale qui consiste à taxer justement le gasoil, à retaxer à nouveau le gasoil pour l'utilisation dans nos engins de chantier. Et ça fait des coûts sans compensation, des coûts considérables, à savoir ça vient impacter nos résultats d'exploitation, et puis ça viendra impacter également la marge de nos entreprises, les emplois et les investissements, puisque nous étions bien partis depuis quelques mois sur un... On va y venir effectivement à la fois sur la dimension pouvoir d'achat, sur la dimension des conséquences économiques. Claire Mallard, est-ce qu'on est face, pour la première fois, on va dire, au premier bras de fer sur une mesure écologique contraignante? Écoutez, nous, ce qu'on pense, on pense qu'il y a une vraie comment on va le dire? Comment on va le dire? Il y a une vraie injustice, en fait, car on ne taxe pas les principaux pollueurs aujourd'hui, que sont le transport routier, le transport aérien et le transport ferroviaire. Aujourd'hui, la niche fiscale sur le kérosène, c'est 3,5 milliards d'euros par an de manque à gagner pour l'État. Mais donc ça veut dire augmenter le prix du diesel, c'est pas une bonne idée. C'était demandé. Bien sûr, il faut absolument en fait
taxer, avoir une fiscalité écologique pour faire face aux défis climatiques. On en est bien conscient. Mais cette fiscalité écologique doit être redonnée aux Français pour qu'elle soit investie dans la transition écologique et surtout qu'on applique le principe pollueur-payeur et le principe de justice sociale pour que tout le monde contribue à la lutte contre le changement climatique, notamment ceux qui polluent le plus et qui sont aujourd'hui exonérés de taxes. Alors Vincent Guinet, vous avez parlé de pouvoir d'achat tout à l'heure. Rémi Robert-Roth vous dit, oui, mais on a fait des efforts pour le pouvoir d'achat. Vous l'entendez ou vous avez l'impression plutôt qu'on vous reprend d'un côté ce qu'on vous a redonné de l'autre, en fait? J'entends surtout qu'on nous donne quelque chose de la main droite et on nous le reprend très rapidement de la main gauche. Mais est-ce que c'est nouveau? En quoi est-ce que ça motive de bloquer le pays le 17? C'est pas tellement nouveau, les impôts dans ce pays. On sait que le taux d'imposition, il est très élevé en France par rapport à beaucoup de pays. Je pense que le troupeau de moutons a assez suivi le berger. Et aujourd'hui, les Français en ont vraiment marre. On vit tous dans une situation à regarder ce qu'on a dans notre frigo. Pour ma part, par exemple, le plein de carburant, quand je fais le plein de mon véhicule, c'est 20 € de plus. Clairement. J'en fais 3, ça fait 60 €. 60 €, pour moi, je préférais les remettre dans un restaurant de mon village ou bien amener les enfants au cinéma ou autre. Tout ça, je ne peux pas le faire. Donc l'écologie, c'est un point. On est d'accord pour tout ce qui est du climat, mais ce n'est pas en nous prenant 1,50 €, voire 60 €. En fait, c'est pour vous faire arrêter de rouler avec du diesel. Oui, mais si on roule, c'est pour aller au boulot. Je vois pas beaucoup de monde qui roule comme ça pour se promener, quoi. Claire Mallard, vous vouliez répondre, et puis Rémi Robert-Roth, bien sûr. Oui, je veux répondre. Il y a vraiment deux impératifs dans le cadre de la lutte majeure contre le changement climatique. Pour l'amélioration de la qualité de l'air, on a vraiment besoin de cette fiscalité écologique. Mais elle doit être redonnée aux Français pour qu'ils aient plus de transports en commun et moins cher, et qu'ils puissent aussi changer de véhicule et acquérir des véhicules qui soient moins polluants. Chaque euro collecté doit être redistribué aux Français dans la transition écologique. Je crois que le message, il est là. Rémi Robert, ce que les Français comprennent, c'est qu'en fait, on leur dit que c'est un impôt écologique, puis en réalité, c'est une façon de remplir les caisses de l'État. Attendez, je peux comprendre certaines choses. 2010, on a une flambée du prix des carburants, déjà largement due à l'augmentation tout simplement des prix du pétrole. J'ai relu les débats de l'époque. Un certain nombre de politiques disent donc qu'il faut qu'on soit moins dépendant du pétrole, moins dépendant des énergies fossiles, il faut s'y mettre. Je constate qu'en 2018, on s'y est peu mis. On a, pendant cette période, favorisé le diesel, dont on fait semblant de s'apercevoir aujourd'hui que les particules fines, c'est pas mieux que l'essence, et qu'au bout du compte, on a un véritable problème à la fois climatique et puis en termes également médical, d'allergies, de montée en puissance des allergies, etc. Et donc, nous, l'engagement qu'on a pris, par contre, c'est d'accélérer aujourd'hui le passage à une autre économie et à une autre logique sur le plan des carburants, et notamment la voiture hybride, la voiture électrique, les autres mobilités. Alors, il l'a dit, Vincent Guinet, il a dit oui, mais... Nous mettons 34 milliards d'euros. On n'a pas d'autres solutions pour l'instant. Attendez, nous mettons 34 milliards d'euros, donc il faut de la fiscalité pour ça, oui, 34 milliards d'euros sur la transition écologique dans le prochain budget national. On ne peut plus aujourd'hui tergiverser, on ne peut plus seulement parler, il faut agir. Elle trépigne, Claire Mallard. Je donne la parole à côté, puis ensuite Vincent. Effectivement, je trépigne parce que je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que M. Robert-Roth. Bon, nous, qu'est-ce qu'on constate au niveau du gouvernement? C'est qu'il fait absolument le contraire de ce que nous défendons. Aujourd'hui, il taxe sans offrir d'alternative pour remplir les caisses de l'État et pour compenser la suppression de l'ISF et le manque à gagner du CICE, où on n'a toujours pas de contrepartie sociale et environnementale. Et j'ai envie de dire que la TICPE, pour 2019, c'est 37 milliards de recettes qui seront collectées. Et le gouvernement, aujourd'hui, va simplement flécher 7 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. 34. Ah, bah alors, sur la transition écologique, 34. Sur 34 sur la transition, oui. 7 sur les énergies. En réalité, c'est sur les mots que non, nous, vous on parle pas de la fiscalité écologique. Je parle bien des recettes de la TICPE, des 37 milliards. Vincent vous Martin, ne mettrez que 7 milliards. L'enjeu environnemental, l'enjeu écologique du côté des entreprises, vous le prenez en compte. On a fait il y a quelques semaines ici même une émission sur le changement climatique. Tout le monde était d'accord pour faire des efforts. À ce moment-là, on n'avait pas du tout parlé de fiscalité. Puis on a quand même l'impression, quand il s'agit de fiscalité, c'est un petit peu plus compliqué. Bien, alors, concernant les travaux publics, nous sommes une profession qui avons toujours mis en avant le développement durable. Vous savez que j'en ai jamais entendu une qui disait qu'il ne l'avait pas mis, quand même. Non, on l'a toujours mis en avant avec des faits concrets, puisque nous avons affiché nos volontés
dans le cadre avec nos entreprises qui œuvront au quotidien, nous œuvrons pour le recyclage, nous œuvrons pour l'utilisation de matériaux alternatifs. Donc ça a toujours été une logique pour les travaux publics. Mais vous utilisez du diesel. On utilise du gasoil. Ouais. Pour nos engins de chantier, du gasoil qui est détaxé. Donc ça, c'est sûr, on va être impacté fiscalement. Donc c'est une mesure fiscale. Et nous ne sommes pas opposés au développement durable et évidemment à la taxation sur l'écologie. Ce n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est la fiscalité. Qu'on nous propose une progressivité dans les mesures fiscales adoptées. Oui, mais la brutalité de la mesure fiscale, c'est terrible pour nos entreprises et ça va nuire, bien sûr, l'économie repart, ça va nuire à l'emploi et à nos investissements de demain. J'élabore un scénario peut-être malhonnête. Si le gasoil est retaxé, est-ce que ça ne vous poussera pas à demander aux fabricants de matériel de trouver des solutions, par exemple des moteurs électriques, des hybrides, que jusqu'à maintenant personne n'a demandé, puisque le gasoil étant détaxé, vous n'y aviez pas intérêt? Alors aujourd'hui, il y a quelques engins de chantier qui se font en hybride, mais on n'est pas avancé sur les matériels de travaux publics autant que les automobiles, où l'automobile aujourd'hui est plus qu'avancée de par l'électrique et les véhicules hybrides. En revanche, en travaux publics, nous sommes un peu en retard, certes, mais c'est un travail que l'on fait avec nos constructeurs au quotidien. On a déjà réduit nos consommations de carburant, de par déjà l'évolution mécanique des moteurs avec les constructeurs. Donc ça, on réduit déjà la consommation. Donc la réduction de consommation agit pour la planète. Et donc ensuite, il faudra bien sûr des moteurs alternatifs. Et là-dessus, on y travaille avec nos constructeurs, évidemment. C'était donc pas absurde comme scénario. C'est pas absurde. Pas totalement. Vincent Guinet, vous évoquiez tout à l'heure quelque chose. Vous disiez, moi, je suis dans mon village. Est-ce qu'il y a dans ce dossier aussi l'idée que, on l'entend, c'est une mesure décidée dans les villes pour les gens des villes qui peuvent prendre les transports en commun, mais ça ne tient pas compte de la vie d'une partie du pays. C'est comme ça que vous le vivez. Est-ce que c'est ça qui vous a mis en colère aussi? Aussi oui, parce que il est évident que, je vais prendre mon exemple, hein, je pars à 3h du matin de chez moi, j'ai 17 km pour aller au travail. Je me vois mal aller au travail en hiver, par exemple, en trottinette électrique, en vélo, à pied ou en roller ou ce qu'on veut. Donc, je suis obligé de prendre mon véhicule. À côté de ça, nous sommes une famille, nous sommes 6. Il me faut automatiquement un véhicule adapté pour 6 personnes. Aujourd'hui, je ne connais pas de véhicule électrique pour 6 personnes. Donc, ça veut dire... S'il y a des aides supplémentaires sur l'hybride, par exemple, est-ce que tout ça n'est pas fait pour vous pousser, vous, à faire le choix d'autre chose? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Bien sûr, oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une aide de 2 000 € pour les foyers. Donc, très bien, c'est bien gentil, je l'entends. Il manque 18 000 €. Je les trouve où? Je ne sais pas. Je ne vais pas retourner à la banque. On a déjà des crédits pour les maisons, on a des crédits pour les voitures et autres. 2 000 €, c'est un peu se moquer de nous, quoi. Rémi Rebeyrotte, est-ce que ça veut dire que d'un côté, on met une fiscalité qu'on comprend écologique, en tout cas annoncée comme telle, mais que globalement, on n'est pas prêt à proposer aux gens quelque chose en même temps? Non, une alternative. Ça veut dire qu'on a longtemps utilisé les carburants uniquement pour une fiscalité d'équilibre pour le budget. Et que nous sommes en train de changer cela en fléchant véritablement une grande partie de ces moyens-là sur, justement, la transition écologique. Alors, il y aura des aides aux particuliers, effectivement, pour pouvoir acquérir, franchir le pas. On va sans doute, d'ailleurs, encore les renforcer. On va avoir enfin les premières voitures françaises hybrides. Parce que peut-être aussi que nos Il y avait un retard énorme en France, bien sûr. Nos constructeurs n'ont peut-être pas non plus pris suffisamment, mais on les encourageait aussi à aller vers le diesel à une époque, hein. Donc, il faut vraiment qu'on amorce cette transition-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à vivre, et je comprends monsieur, hein, en se disant tous les 5-10 ans, on va avoir une flambée des prix du carburant. Et comment on fait pour y faire face? Il faut qu'on arrive à se dégager de cette impasse de la flambée des prix des matières fossiles. Et ça en rajoute une couche sur le président des villes par rapport aux gens des campagnes? Non, moi je ne rentre pas là-dedans. C'est ce qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Pas là-dedans. Mais bon, je ne crois pas non plus au côté forcément spontané de la manifestation du 17, et je vois qui la soutient. Allez-y, disons les choses clairement, et vous avez un organisateur. Le Rassemblement national et France Insoumise ont dit très clairement qu'ils soutenaient la manifestation. Bon, voilà, donc je ne fais qu'observer les choses, hein. Bon, je dis simplement qu'il faut ensemble que nous franchissions cela et que l'on aide chacun, et je suis d'accord avec vous, à franchir ce pas déterminant vers une économie
et une énergie alternative. C'est absolument majeur pour notre pays. On s'y est engagé, on y va. Claire Mallard, le GIEC a dit dans son rapport, à partir de maintenant, il faudra changer des choses dans vos vies quotidiennes. Dans leur rapport, ils disent ça. Ils disent jusqu'à maintenant, tous les pays ont pris des mesures environnementales, mais ça n'a pas marché. À partir de maintenant, il faut agir sur vos vies quotidiennes. Est-ce qu'on assiste, je vous repose la question que je vous ai posée au début de l'émission, mais je persiste, sur pour la première fois ce moment où c'est peut-être les libertés individuelles et la façon de vivre des gens qui sont réellement impactés, parce que jusqu'à maintenant, finalement, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Mais je crois que si on aide les gens, qu'on les accompagne à changer leurs habitudes, pourquoi il y aurait des réticences? C'est ce que dit M. Guinet. Donc il faut investir et donner les moyens aux gens de changer leurs habitudes, parce que évidemment c'est inéluctable. Aujourd'hui on va dans le mur. L'inaction des États nous conduit vers un réchauffement de plus 3 degrés avec des conséquences complètement inconnues sur nos modes de vie et l'équilibre des écosystèmes. Donc je vais en venir sur la fiscalité. La fiscalité écologique ne doit pas être subie, elle ne doit pas être vécue comme un fardeau pour les Français. On parle de fiscalité d'écologie punitive. Oui, ben nous on parle de fiscalité redistributive et c'est peut-être bien ce qui fait la différence entre nous et le gouvernement aujourd'hui. Donc il y a des mesures très concrètes pour faire ça. Donc on verra, M. Ribeyrotte, avec les 13 milliards de collecte de la taxe carbone, comment elles seront fléchées. Alors moi j'ai fait un petit calcul, c'est très simple. On doit déjà moderniser le réseau ferroviaire. Ça, c'est indispensable. Pour ça, on a besoin de 3 milliards d'euros par an. On a besoin de collecter des impôts, on a besoin d'argent. Il fallait réformer la SNCF. On a besoin d'argent. Il fallait réformer la SNCF. Laissez-moi terminer, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des vraies fractures. On a 9000 km de petites lignes. On a 9000 km de petites lignes qui vont être fermées car elles ne sont pas entretenues. Donc 3 milliards d'euros à mettre en perspective de la niche fiscale sur le kérosène que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a moyen de trouver de l'argent. On doit s'attaquer aux 7 millions de passoires énergétiques. Aujourd'hui, le gouvernement met 1 milliard sur la rénovation énergétique, là où on a besoin de 4 fois plus sur ce chantier. Donc vous voyez qu'avec les 13 milliards qui vont être collectés en 2019 de la taxe carbone, on a encore des marges de manœuvre pour massifier les transports en commun, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, de mettre en place des indemnités kilométriques. Il n'aurait pas fallu le faire avant? Ah bah, les écologistes ne sont pas au pouvoir. Il y a eu des ministres écologistes. Rappelez-moi, il n'y a pas eu des ministres écologistes avec François Hollande, peut-être. On n'était pas en charge de ces dossiers-là. On est bien d'accord. Vous vouliez réagir, Vincent Martin? Oui, tout à fait. En disant, je suis très heureux que vous fassiez allusion aux travaux sur le ferroviaire. C'est évident, il faut faire des travaux. Ça donnera des travaux pour nos entreprises. C'est ça. Mais je crois que la bataille, elle est à 2 titres. En premier lieu, concernant nos entreprises de travaux publics, c'est de la fiscalité nette pour nos résultats d'exploitation de nos entreprises et principalement de nos PME, TPE. Il y a la brutalité, je l'ai dit, de cette mesure fiscale. Il y a aussi le combat que défend mon voisin Vincent sur le particulier, l'individuel, où là, on a des salariés dans nos entreprises qui aussi prennent leur véhicule tous les matins. Et aussi, c'est une difficulté. Mais dans les travaux publics, je le rappelle... Avec l'idée que les entreprises pourraient peut-être aider leurs salariés. On veut bien aider les salariés, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut qu'on ait quelques compensations quand même. On ne peut pas être taxé. On taxe en fait l'économie, quelque part. On taxe évidemment l'individu au quotidien, mais on taxe l'économie. Et on taxe nos entreprises sans contrepartie garantie aujourd'hui. Un mot par rapport parce que ça concerne la vie quotidienne de tout le monde. Le monde des travaux publics travaille beaucoup avec les collectivités, avec ce qu'on appelle la commande publique. Tout à fait. La modification du tarif du gasoil, ça va être quoi? Ça va être des tarifs plus élevés pour vous? Ça veut dire une commande publique peut-être moins importante parce que les villes pourront plus payer autant de travaux? Justement. En tout cas, c'est ce que vous annoncez. Est-ce que c'est quoi? C'est une façon de mettre un stop ou c'est vraiment vrai? Nous ne sommes pas opposés à une hausse de carburant. Je répète, l'a dit Rémi Ribeyrotte tout à l'heure, on est habitué un petit peu. Donc, on l'a toujours absorbé sans rien dire. Aujourd'hui, il y a la hausse du carburant, c'est un phénomène, mais il y a là aussi la hausse de la fiscalité. Ce sont 2 choses différentes et 2 combats différents. Et la fiscalité, il ne faut pas que ce soit au détriment de l'économie. C'est ça ce qu'on revendique aujourd'hui, nous, les travaux publics. Et on a toujours fait, on parlait dans les habitudes quotidiennes, on a toujours essayé de valoriser nos matériaux sur place, sur des chantiers.
et Rémi Rebeyrotte, il le sait, on a toujours évité de mettre les camions sur la route, quand même, quand on le pouvait, et utiliser des matériaux sur place pour éviter justement de polluer davantage. Mais le vrai sujet, c'est la compétitivité de nos entreprises. Si, compte tenu de la brutalité... Est-ce que c'est soluble dans l'écologie, ça ? Mais bien Parce sûr. que c'est ce qu'on entend souvent, Mais... c'est-à-dire que oui, l'écologie c'est bien, mais il faut que nos entreprises soient rentables. Mais ça veut dire que chaque fois on reporte l'écologie. Mais pour financer de l'écologie, il faut absolument qu'il y ait des entreprises rentables dans ce pays. Parce qu'on ne financera pas de l'écologie si, en France, les entreprises ne gagnent pas d'argent. Et il faut de l'argent pour financer l'écologie, ça c'est une certitude aussi, j'en suis convaincu. Il nous reste 6 minutes d'émission, il faut qu'on se pose la question de savoir ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 17. Édouard Philippe a dit « Il n'est pas question de revenir sur cette politique fiscale qui met un prix face à la pollution ». Vincent Guinet, qu'est-ce qui peut faire que vous ne manifestiez pas le 17 ? Il faudrait quoi ? Prendre des mesures ? Ou vous voulez montrer quelque chose le 17, quoi qu'il arrive ? Ah mais de toute façon, il nous faudrait, je pense, un représentant de force de l'ordre par personne présente, parce que tout le monde va sortir le 17. Je crois que le mal est fait, même si demain, notre cher président nous dit on met le gasoil à 1 €, je crois que c'est l'ensemble du pouvoir d'achat. Alors ce sera quoi le message envoyé ? Ce sera on ne veut pas payer d'impôts ? Ce sera on ne reconnaît pas nos dirigeants ? Ce sera parce que derrière ça, ça ouvre beaucoup de voies et beaucoup d'explications ou de compréhension. Mais sur le nombre de citoyens qui vont être dehors le 17, beaucoup sont d'accord pour être taxés. Effectivement, l'écologie, c'est très important. Il faut être sensible. Beaucoup souhaitent, entre guillemets, payer des impôts. On est d'accord. Mais derrière, il faut arrêter de tout nous piquer, quoi. Donc, quoi qu'il se passe, on va montrer le nombre présent dehors. Le 17, on sera dehors, de toute façon. S'il n'y a pas de mesures prises... j'ai envie de dire radicales, parce que c'est pas de nous baisser 2 centimes par-ci, nous dire on va vous donner 20 €. 20 €, très sincèrement, j'en ai pas besoin des 20 €. J'en ai pas besoin de ces 20 € là. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme l'a dit notre président. On sera dehors le 17, ça c'est clair et net. En même temps, l'augmentation du prix en ce moment, elle est à peu près équivalente à ça, non ? L'augmentation du prix du pétrole. Oui, ça va me faire sur un plein, ça. Ouais. Ouais, il manque encore des sous à la fin du mois. Rémi Rebeyrotte, vous entendez ça comme un ras-le-bol fiscal en France ? Vous l'entendez comme quelque chose de plus fort encore par rapport à la classe politique ? À la dernière présidentielle, on a parlé de dégagisme. Il y a un moment donné où ce type de mouvement peut aussi ressembler à ça. Oui, enfin, dans les propos, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose de très politique pour ceux qui n'auraient pas compris. Moi, je trouve qu'il faut rester sur le fond du problème. Le fond du problème, je ne nie pas qu'il y ait une augmentation du prix des carburants, d'ailleurs, elle est en train de s'amorcer à la baisse, mais qu'il faut absolument que nous n'ayons plus des situations comme ça dans notre pays où nous sommes très dépendants du pétrole et de cette énergie fossile et non renouvelable. Les élus ruraux que vous êtes, il faut changer... Quand vous êtes à l'Assemblée, vous dites quoi ? Allez, en vrai, pas sur ce plateau. Oui. Vous dites, cette mesure-là, elle va quand même nous mettre dans une belle... attendez, cette mesure-là, l'augmentation du prix du pétrole, c'est le marché mondial du pétrole. Donc il n'y a pas de mesure là, si vous voulez. Sur le plan de la taxation, on est sur les logiques qu'on a toujours connues. François Patria a dit l'augmentation du diesel, c'est ruralicide. Non, mais plus le fait... Ah oui, mais attendez. Oui, sauf que ni François Patria, ni moi, ni personne ne contrôle les prix mondiaux du baril. Et c'est bien tout le problème. C'est pour ça que, quels que soient les gouvernements, si nous ne sortons pas de cette dépendance... Il suffit de mesures prises par M. Trump concernant l'Iran ou d'autres problèmes qui peuvent se poser d'un moment à l'autre dans les régions fossilifères pour que nous ayons des problèmes absolument majeurs au plan planétaire. Alors, il y a non seulement... En revanche, le choix de faire monter le diesel, c'est quelque chose que vous assumez et sur lequel vous pensez qu'il ne faut pas revenir. Ah ben, je crois de toute façon, faut tourner cette page-là. Donc, il faut absolument faire en sorte... Il faut tourner, je le dis, la page du diesel, pendant ce temps-là, du diesel et de l'essence. On entend en face de vous Vincent Guinet qui... Non, attendez, oui, bah, vous êtes bien gentil, mais... On sort de la logique qui a consisté à dire l'essence, c'est moins bien que le diesel, donc on favorise le diesel. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le diesel, c'est pas mieux que l'essence. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de dégager des moyens pour sortir de ces logiques-là. Je le dis vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Parce que de toute façon, jouer la concurrence entre ces deux types de carburants, on a bien vu que c'était une impasse. Claire Mallard, est-ce que c'est un tournant ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez du mal à vous associer parce que forcément, on sent qu'il y a une différence entre vous, on sent qu'en même temps, vous souhaitez que ce tournant écologique soit pris.
Comment se situer par rapport à ce mouvement pour vous? Mais nous, c'est très simple. Il faut une fiscalité écologique qui soit redistributive. On entend le malaise, on le voit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous égaux devant l'énergie. Il faut quand même bien constater que 20% des dépenses, pour les ménages les plus modestes, les dépenses énergétiques, c'est 20% de leur budget. Pour les plus aisés, c'est 6%. Donc il faut bien redonner, redistribuer cette fiscalité écologique qu'on ne doit surtout pas abandonner. Elle est indispensable. Il faut des milliards d'euros pour financer la transition de nos modes de vie. Donc on attend vraiment que M. Ribeyrotte porte cet indispensable changement dans le budget 2019. Et par exemple, il y a quelque chose à faire. Oui, mais on pourrait aussi très bien passer les transports en commun avec une TVA à 5,5% par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose qui aurait énormément d'impact. Vous aviez envie de réagir, Vincent Martin, on est presque à la fin de l'émission. Bien, tout à fait, parce que je le dis bien, je félicite ce que vous dites sur le besoin d'investir dans ce pays, mais pour revenir, vous m'avez interpellé tout à l'heure sur la conséquence pour après la dépense publique et la commande publique, c'est ce que l'on craint, nous, dans la profession, une hausse de fiscalité, on va le répercuter, évidemment. Il va falloir passer par voie législative. Ça ne va pas être facile, au niveau de Bercy, de rédiger des textes législatifs, surtout en marché privé, lorsque les prix sont fermes et non actualisables. Mais ça va coûter plus cher, in fine, à la collectivité, puisqu'on va le répercuter sur nos prix. Et évidemment, les budgets étant contraints aujourd'hui, nous allons avoir moins de travail dans les années qui viennent. Allez, je vous coupe, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre. Prochaine étape, donc, le 17 novembre. Restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Hôtelier reçoit Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes. Au revoir, merci et bon dimanche.